Un seul sujet fera l'objet de notre débat ce soir, qui est celui de savoir pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat congolais n'influe pas à la croissance de notre beau et charmant pays, la RDC. Et nous allons en débattre de ce sujet avec Monsieur Ryan Bongende. Il est formateur en business. Si ces sujets vous parlent, si ces sujets vous inspirent, eh bien restez branchés. Les rendez-vous, c'est pris juste après cet élément conçu spécialement pour ce numéro. Les réalités ou encore les facteurs qui font à ce que les petites et moyennes entreprises ne participent que très peu à la croissance de la RDC nous ont interpellés, raison pour laquelle nous avons décidé d'en faire les sujets de ce numéro de Mon Business. Avec les éclaircissements qui seront apportés par notre invité, le formateur en business, Ryan Bongende. Nous espérons que vous aurez des réponses sur les réalités cachées derrière ce problème. Si vous venez de nous rejoindre, bonsoir à tous et bienvenue dans ce plateau de Mon Business. Mon Business, une émission qui est centrée sur le monde des affaires. Alors, tout à l'heure, j'ai annoncé Monsieur Ryan Bongende, il est formateur en business. Ça sera avec lui que nous allons débattre de ces sujets houleux, qui est celui de savoir pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat congolais ne participe pas à la croissance de notre beau pays. Bonsoir Monsieur Ryan et bienvenue sur ce plateau de Mon Business. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Moi également. Alors, est-ce que ce sujet du jour vous parle? Vous êtes entrepreneur, vous êtes formateur en business. Bien évidemment, parce que où il y a entrepreneuriat, il faut que de l'autre côté qu'il y ait développement. Donc, lorsqu'on ne constate pas le développement, on doit se remettre en question sur l'entrepreneuriat auquel nous faisons allusion. Donc, c'est un sujet très important. Alors, aujourd'hui, dans notre beau pays, on remarque que l'entrepreneuriat a pris de l'ampleur. Les jeunes se lancent à l'entrepreneuriat. Avant, c'était tu finis ton cursus universitaire, tu te fais un CV parfait, tu présentes à l'entreprise pour te faire engager. Mais aujourd'hui, les jeunes préfèrent se retourner vers l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que ces domaines-là, qui est l'entrepreneuriat, a pris de plus en plus d'ampleur ici dans notre pays? Alors, je pense peut-être répondre à deux volets. Premièrement, au niveau de... c'est pas un constat uniquement au niveau de la RDC, c'est vraiment un constat international, parce que des peuples, des gouvernements ont réalisé qu'en fait, que le pays ne se développe pas que sur le chemin de l'emploi. Il y a aussi l'aspect de créer des richesses, c'est-à-dire de créer des revenus, de maximiser les recettes par la voie, justement, de l'entrepreneuriat. C'est là que les gouvernements, au sens général, et même de notre pays, ils mettent en place des mécanismes d'éveil de conscience, de promotion de l'entrepreneuriat, pour dire, voilà, à la jeune génération, il n'y a pas que l'option de faire le CV, qui est une bonne option, on ne décourage pas, mais il y a aussi l'aspect où vous pouvez contribuer au pays en mettant en place votre savoir-faire, vos idées. Voilà, vos idées, en proposant des solutions qui peuvent vous générer des gains en retour. Donc voilà pourquoi je pense cet éveil de conscience crée aussi cet engouement au niveau autour de l'entrepreneuriat. Voilà, les gens veulent entreprendre. Et deuxièmement, je pense aussi que c'est juste pour une question de tendance, quand même. Parce que voilà, c'est quand même un terme qui revient de plus en plus depuis un certain nombre d'années. Cette tendance d'être CEO. Voilà, tendance à s'appeler CEO, se dire que je suis dans l'entrepreneuriat, et beaucoup aussi s'y mêlent un peu sans vraiment connaître la quintessence, si je peux dire comme ça. Et comment expliquez-vous le fait qu'il y ait tellement d'engouement autour de ce domaine qui est l'entrepreneuriat? Il y a tellement de gens qui se lancent dedans, mais on n'arrive pas à ressentir l'impact que l'entrepreneuriat a au niveau de la croissance de notre pays. Alors, il est vrai qu'on ne ressent pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a quand même de l'impact. C'est bien de le souligner. Bien qu'insignifiant à ce niveau, on peut dire. Mais moi, je pense que on n'en a pas aussi beaucoup. Rassurez-vous, il n'y a pas beaucoup de PME dans notre pays, parce que la Fédération d'entreprises au Congo a fait les statistiques qu'aujourd'hui, pendant que nous parlons, on a 800 000 PME formelles. Et si je comparais avec le Nigeria, il y a 37 millions de PME. Vous voyez un peu l'écart, donc on n'en a pas beaucoup. Avec le nombre d'habitants, la population congolaise regorge, 800 000 PME formelles est très insignifiant. Donc c'est pourquoi, de l'autre côté aussi, on ne peut pas ressentir l'impact. Bien qu'il y a quand même, voilà, quelques touches, on peut voir de loin, mais c'est pas très présent pour les constater. On devrait quand même ressentir la présence des entrepreneurs locaux ou alors locaux ici dans notre pays. Mais qu'est-ce qui explique cette réalité? Que jusque-là, on ne ressent pas cet impact au niveau de la croissance de notre pays? Alors, comme je viens de le dire, c'est pas possible de ressentir sur l'aspect économique, parce que déjà beaucoup des entreprises, si on peut dire comme ça, des jeunes, des start-up,
beaucoup des affaires sont encore au niveau informel. Alors, dès que vous êtes dans l'informel, c'est l'une des raisons aussi qui fait que l'économie ne soit pas touchée et qu'on ne constate pas. Mais si on veut voir l'impact sur l'aspect visibilité, on en voit beaucoup. Il y a beaucoup aujourd'hui. L'aspect social aussi, on peut voir qu'il y a des jeunes quand même qui se lèvent, qui se ferment. Mais le système PME est vraiment encore dans l'informel. C'est pourquoi ça peut pas toucher, parce que pour payer les impôts, il faut que vous soyez quand même formel. Donc à ce niveau, si je vais anticiper, pour qu'on sente ce mouvement-là, il faut qu'il y ait une promotion, qu'il y ait un appel à ce que les gens se formalisent, rendent plus rendent plus professionnels les choses, plus crédibles, et aussi répondre à leur obligation de payer les impôts normalement. Et là, certainement, nous commencerons à constater sous l'impact économique ce que les gens font. À part le côté informel de certains business, y a-t-il d'autres réalités qui sont liées à ces phénomènes qui fait qu'aujourd'hui, on ne ressent pas l'impact? À part le fait que les entreprises ne sont pas informelles, tous ceux qui ne sont pas informés, ça ne veut pas dire forcément ils ne font pas des bons produits ou des bons services. Beaucoup aussi ne veulent pas aller dans la formalisation. Parce qu'il y a tellement des réalités aussi cachées. Ils veulent pas aller dans la formalisation parce qu'il y a beaucoup de procédures au niveau de l'État. L'administration ne facilite pas en tout cas les choses. Il y a aussi le côté, au-delà de la formalisation, il y a l'aspect de la formation. Parce que l'entrepreneuriat nécessite, c'est une certaine orientation. Une certaine orientation, justement. Il y a tout un ensemble des formations que les personnes doivent suivre au niveau du management, au niveau financier. Savoir, par exemple, les principes de l'argent de l'entreprise, c'est pas ton argent. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait un chiffre de $1000 le mois, déjà, c'est lui qui est le boss dans son quartier. Donc, vous voyez un peu, il y a toute cette culture qui s'ensuit de l'entrepreneuriat n'y est pas encore. Donc, il faut qu'il y ait cette promotion de la culture de l'entrepreneuriat. Non seulement appeler les gens à entreprendre, mais de les former, de les orienter, de les accompagner afin que cette culture s'y établisse. Et là, certainement, nous verrons l'impact de l'autre côté. Mais il y a quand même des incubateurs, des centres de formation. Comme je disais, il y a des incubateurs, mais c'est très peu. Aujourd'hui, on citera pas 100 incubateurs à Kinshasa. Ouais, donc on en a, pour ne pas faire la publicité, on citera pas 100. Alors imaginez combien des porteurs de projets, des gens qui ont un potentiel. On est à combien? Parlant de la ville de Kinshasa seulement. Si on doit compter encore Lubumbashi, deux autres provinces, ça veut dire que les incubateurs sont à peine à compter du bout de l'œil. Donc ils peuvent pas supporter ou à accueillir tous ces demandes, ces porteurs de projets pour les accompagner, pour les former, c'est très compliqué. Et là même, moi je me dis, il faudrait que notre système éducatif au niveau primaire, secondaire et universitaire, qu'on insère ces aspects d'incubateurs. Pour qu'à la fin des études, qu'on n'ait pas que des demandeurs d'emploi, mais qu'on ait aussi des porteurs de projets. Exactement. Depuis l'école primaire. Ouais, justement, il faut qu'il y ait, je sais pas comment insérer les incubateurs depuis les écoles primaires. C'est-à-dire pour que quelqu'un, après, en étudiant, se dise que voilà, à un certain niveau, il faut que j'apporte quelque chose à mon pays. Parce que vous savez, l'entrepreneuriat, c'est résoudre un problème, mais pas en générant de l'argent. Donc voilà, vous constatez un problème en fonction de ce que vous avez étudié. Qu'est-ce que vous proposez au pays pour que le pays soit développé? Et en parlant avec vous tout à l'heure, avant l'émission, vous m'avez même dit que voilà, pourquoi ne pas transformer les TFC, les travaux de fin des cycles, exactement, en business plan. Ça entre dans le même cadre. Aujourd'hui, voilà, vous assistez aux défenses comme moi, mais c'est la même chose, ce sont les répétitions. Des gens viennent, madame, monsieur le jury, et tout, mon bon travail. Si les projets, les travaux de fin de cycle, les mémoires devenaient un peu comme des propositions, des solutions, pour le développement du pays au niveau économique, au niveau financier, au niveau social, ça devenait des projets en fait de développement. Voilà, ça sera meilleur. Là, les jurys vont analyser le projet de développement et peut-être soumettre à un ministère, à l'État, voir comment l'État pourrait les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, si je vous posais la question, bon, c'est pas seulement moi qui pose la question, où est ton travaux de fin de cycle, ou les mémoires que tu avais, on sait même plus où, on a plaqué ça quelque part ailleurs. Mais si ça devenait vraiment comme un projet de développement, je pense que là déjà, c'est quelque chose d'assez important. Mais est-ce qu'il y a des voies, des pistes de solutions sur lesquelles on doit s'attarder pour faire évoluer les choses? C'est-à-dire l'entrepreneuriat influe au niveau de la croissance de notre pays. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour arriver à
à contribuer au développement de notre pays. Justement, comme je viens de le dire déjà tout à l'heure, c'est que déjà il faut qu'on ne soit pas curatif, mais qu'on soit plutôt préventif. C'est-à-dire que déjà commençons au niveau le plus bas, inculquons cette culture. Ça nous permettra dans les 2030-2035 qu'il y ait un changement. Mais aussi pour ceux qui sont déjà sur le terrain, voilà, il faudrait que le climat des affaires au niveau du pays, ça vraiment c'est un point très important. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs importent les matières premières, importent les machines pour fabriquer. Mais vous savez que en important, il faut faire face à la douane. Or, le système douanier de notre pays est très compliqué. La procédure est très compliquée. Je suis dans le secteur import-export, donc je pourrais pas vous citer le nombre de taxes qu'il faut payer quand il faut dédouaner des marchandises. Donc du coup déjà, ça facilite pas. Et après ça, il y a aussi tout ce qui va avec en termes des impôts et taxes au niveau national, au niveau provincial. Un établissement qui doit lui-même faire face à la commune en payant les PME, les patentes, en payant les services économie, en payant les services environnement. Vous voyez, tout c'est ensemble. Dès qu'il finit, s'il veut mettre la fiche pour référencer sa boutique, il doit payer les droits d'affichage. Vous voyez, tout ça, ça rend pas les choses favorables en tout cas. Quelqu'un se préfère, voilà, ça là, que j'aille demander l'emploi, c'est plus facile que de m'engager. Un peu comme si quelqu'un s'engage à l'entrepreneuriat, comme s'il est venu déranger le gouvernement, il est venu déranger l'administration publique ou déranger les services publics. Donc, vous voyez, après, il y a tout ça, les passages, tout ça, les taxes, il faut payer. Donc, ça ne facilite pas. Si le climat des affaires au niveau du pays s'intéresser à ce sujet, rendez la vie un peu plus facile sur les procédures de formalisation, les procédures des taxes et impôts, les gens auront voilà cette volonté-là de s'engager. Je vous dis, c'est pas facile en tout cas. C'est pas facile d'être entrepreneur. Ah non. Surtout Déjà, venant d'un entrepreneur. Le climat n'est pas favorable. Okay. Il y a un service au niveau de la présidence qui traite les sujets des climats des affaires. Je me demande ce service-là jusqu'aujourd'hui. Certainement, vous faites votre travail, j'aurais fait votre travail, mais l'impact, on ne voit pas. Sur le terrain, concrètement, je ne sais pas si votre travail est concentré sur des expats qui viennent investir ici, ou si vous pensez aussi à ceux qui sont au niveau local. Si vous pensez à nous, cher service climat des affaires, vous êtes aux côtés du président, s'il vous plaît, mettez en place des mécanismes pour faciliter en tout cas les procédures, faciliter tout ça, et certainement le climat sera plus favorable, comme vous le souhaitez. On ne le souhaitera aussi. Alors ça, c'est au niveau de l'État pour faire changer les choses, faire en sorte que les climats des affaires soient favorables pour les entrepreneurs. Est-ce qu'au niveau de la population a aussi quelque chose à faire, quelque chose à rectifier de son côté pour permettre aux entrepreneurs d'émerger ou alors permettre à ce que leurs revenus puissent influer au niveau de la croissance de notre pays? Alors, comme je le dis, c'est un problème de culture. Il faut qu'il y ait la culture des gens pour entreprendre, pour proposer des produits et services, mais il faut qu'il y ait aussi la culture au niveau de la population de consommer ce qui est de leurs frères et de leurs sœurs. Ça, c'est un vrai problème. Parce que quand vous consommez les services et biens de vos frères et de vos sœurs, vous leur permettez de s'élargir, d'agrandir. Et plus ils montent, plus ils se formalisent, plus ils payent les impôts et ça touche aux recettes au niveau national. Voilà, tout le monde en gagne. Ça augmente notre PIB. Comme je disais, au Nigeria, les PME contribuent à 48% de leur PIB. 48%. Vous voyez un peu? Donc, si vous encouragez, pas seulement encouragez, mais si vous consommez local, vous favorisez justement ce développement au niveau social, au niveau financier, au niveau même économique du pays. Donc, il y a cet aspect des choses aussi qui est très important au niveau de la population, de consommer local, d'acheter chez les frères. Faire confiance. Et là aussi, faire une parenthèse, c'est que quelquefois, nos frères n'achètent pas chez nous parce que nous ne sommes pas aussi très professionnels. Oui, il y a aussi cet aspect. Nous, entrepreneurs locaux, on ne met pas un certain standing nos biens et services. On est vraiment, les produits sont des fois mal présentés. Voilà, donc ils préfèrent se dire, voilà, je préfère aller chez un Libanais parce que toi, si je te donne faire un service, par exemple d'électricité chez moi à la maison, tu me donnes un devis, tu me donnes un délai de 5 jours et je viens à 10 jours, tu fais pas encore. Vous voyez un peu tout ça. Il faut que de notre côté on arrange, mais aussi quand même encourager la consommation locale au niveau des biens et des services. Alors ça, c'est au niveau de la population. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer aussi au niveau des entrepreneurs eux-mêmes pour faire évoluer les choses? Comme je disais, en tout cas, il faudrait que il y a
il y a par exemple l'ANAPEX qui accompagne les entrepreneurs au niveau de l'exportation. Et qui dit exportation dit mettre les produits à un certain standing international, en termes même du packaging, en termes même de services que l'on rend. C'est-à-dire que élever le standard. Hein, on est un peu trop bas, on est un peu trop on cherche pas l'argent à manger dans l'entrepreneuriat d'abord. Non, c'est pas il y a une expression qu'on utilise, c'est pas voilà, je vais m'en souvenir, mais il faut qu'on monte, qu'on élève le standard, qu'on bâtisse des empires, voilà, que l'on commence quelque part avec l'idée, voilà, de ne pas chercher, de ne pas en faire son gagne-pain, mais d'en faire vraiment quelque chose qui va durer des générations en générations, qui va contribuer à son pays. Vous savez, il y a des entreprises sous d'autres cieux qui donnent l'argent à l'État, qui prêtent à l'État. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, on a encore ces entreprises-là qui peuvent prêter. À l'époque, on entendait, hein, les grandes affaires à l'époque, ils prêtaient l'argent à l'État, qui prêtaient l'argent aux politiciens. Aujourd'hui, on en a quasiment plus. Enfin, quasiment plus. Alors, voilà. Au niveau des entrepreneurs, il faudrait qu'ils changent leur façon de faire les choses. Qu'on élève le standing, qu'on devienne plus excellent dans la manière de rendre les services, dans les produits qu'on donne aux gens. Ok? Aujourd'hui, les supermarchés, ils ont des exigences. Ils peuvent pas, voilà, toi, je transforme les jus. Et tu peux pas prendre un jus comme ça, tu transformes comme ça, tu mets dans un sachet, tu viens. Il faudrait que le produit soit présenté d'une certaine façon. Oui, justement, la présentation, aussi la qualité du produit. Ça, il faut aussi qu'on en tienne compte. Au niveau, d'aller mettre vraiment de l'excellent dans ce qu'on fait et s'élever à un standing international. Là, c'est bon déjà. Peut-être que si les entrepreneurs ne mettent pas l'accent sur l'excellence, comme vous l'avez souligné, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, peut-être qu'ils n'ont pas assez de fonds, ils sont peut-être pas assez soutenus. Alors là aussi, c'est encore une réalité, c'est vrai. C'est pas assez, mais il y a quand même aujourd'hui des mécanismes que l'État a mis en place, entre autres le FOGEC, CANADEC, bien que c'est toujours t'es pas très signifiant en tout cas le nombre de personnes qui eux accompagnent en fonction du nombre de porteurs de projets. Mais je pense qu'il y a quand même ces structures-là qui peuvent toujours aider. Et je ne vous dis pas, c'est que il y a des financements qui arrivent en tout cas. Il y a dernièrement le projet COPA, pas d'MPM. Très bientôt sera lancé le projet Transform qui va financer encore des jeunes entrepreneurs. Donc c'est à nous aussi de sauter sous ces opportunités-là et proposer. Mais il y a quand même eu pas mal de jeunes qui ont été soutenus. Bien sûr. De jeunes le projet COPA, il y a eu plus de, je sais pas combien de jeunes au niveau de Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Goma. Des jeunes ont été financés. Jusqu'ici, aucune suite. Normalement, ils ont reçu l'argent, toute la somme. Aujourd'hui, voilà, il faut qu'on les cherche. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Comme je disais, c'est un problème de culture aussi. On a tellement pas d'argent que lorsqu'on voit 10 000, 17 000 dollars, on oublie carrément les idées, les projets. Voilà, on oublie tout. On cherche un peu d'abord à se sécuriser, ouais. Exactement. On va s'acheter des voitures, on va faire ce qu'on fait, alors qu'on ne fait pas ce pourquoi l'argent, il y a des financements qui arrivent. Il y a des projets comme ça, des financements. Voilà, soyez juste informés et lancez-vous. Mais dès que vous recevez le financement, faites ce pourquoi on vous donne l'argent pour que le pays évolue. Parce que, rassurez-vous, vous avez des subventions, mais c'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui paye ça d'une autre manière. Oui. Donc, ne pensez pas que quand on vous donne là, c'est parce qu'ils vous aiment. Non, ils donnent parce qu'ils ont reçu quelque chose en contrepartie du pays. Donc, si vous bouffez cet argent, ça veut dire que vous n'aidez pas, vous détruisez votre pays. Vous n'êtes pas différent de celui qui vole l'argent à la caisse de l'État. Exactement. Merci, Monsieur Ryan. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir pour ce numéro de Mon Business. On espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble avec nous. S'il y a une personne qui est intéressée par ce que vous dites, vous êtes formateur en business, une personne qui aimerait être formée par vous, comment doit s'y prendre cette personne pour entrer en contact avec vous? Voilà, c'est simple. Il y a mon numéro de téléphone, certainement. Je peux donner le numéro de téléphone. 082 61 90 644. Appelez-moi et faites-moi un message par WhatsApp, voir de quelle manière on peut vous accompagner, vous former et vous donner de l'information nécessaire pour accéder aux différentes opportunités de financement. En tout cas, nous sommes là. Nous avons un réseau des entrepreneurs que nous avons mis en place où nous accompagnons, nous formons des jeunes. Si vous êtes intéressé, jeune ou pas, donc contactez-nous.
voir de quelle manière on vous accompagne. Merci, c'était Monsieur Ryan Bongende. C'est avec lui que nous avons débattu de ce sujet qui est titré pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat congolais n'arrive pas à impacter au niveau de la croissance de notre pays. On espère que vous avez aimé. Si vous avez des remarques, des opinions ou alors des suggestions à faire en rapport avec notre sujet du jour, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Ce n'est pas fini, je vous donne rendez-vous juste après ceci. Ça sera avec un truc en plus. Allez, c'est le moment d'attraper vos stylos et vos carnets pour noter le truc en plus de Sam Moutoni. Bonsoir Sam et bienvenue. Bonsoir Leïla, merci de me recevoir. Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui en plus? Aujourd'hui, dans un truc en plus, nous parlerons de l'analyse de rentabilité des clients. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une technique permettant de mesurer combien chaque client participe au profit de votre entreprise. Généralement, on est plus global en regardant que le chiffre d'affaires généré après un exercice comptable donné. Mais avec cette technique, vous saurez quel coût vous avez dépensé et quel revenu vous avez reçu après avoir segmenté chaque partie de vos clients. Et ça permet à ce que vous ayez cette facilité d'adapter votre produit par rapport à une certaine catégorie de clients, à réduire par exemple le coût que vous avez dépensé sur des clients qui ne sont pas plus rentables dans votre entreprise. Ça peut aussi vous permettre de modifier votre produit pour permettre à ce que vos clients soient fidélisés. Alors pour le calculer, il faut d'abord commencer par faire le calcul des montants dépensés par des clients de votre entreprise. C'est-à-dire, vous allez calculer, après avoir segmenté bien sûr, genre vous regardez la liste de vos clients, vous avez par exemple 3 catégories de clients. Il y a ceux qui sont plus rentables, c'est-à-dire qui payent beaucoup de vos produits, il y a d'autres qui sont moins rentables, et il y a même d'autres qui ne viennent que quand il y a peut-être un solde, ou il y a le prix qui a baissé. Quand vous avez segmenté vos clients, vous pouvez maintenant savoir combien ces clients ont dépensé pour votre entreprise. C'est-à-dire des clients qui sont plus rentables ont dépensé telle somme d'argent, ceux moins rentables et ceux qui sont moyennement rentables. Quand vous faites ce calcul, vous faites aussi le calcul des coûts que vous avez dépensés pour leur livrer ces produits-là, c'est-à-dire dans la production du produit, dans la livraison et même les services après-vente. Lorsque vous avez tous ces chiffres-là, pour connaître votre profit, vous allez soustraire de revenus générés le coût que vous avez dépensé. Un exemple pratique, si vous avez quelqu'un qui a payé pour 1 000 $ par exemple dans votre entreprise et que pour le livrer, pour la production ou même pour le service après-vente, vous en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, vous avez dépensé 300 €, 300 $ voulais-je dire, votre profit est de 700 $. Avec ce calcul-là, vous pouvez savoir comment est-ce que je peux améliorer un produit par rapport à une certaine catégorie de personnes, quelle promotion faire par exemple pour les clients qui sont plus rentables et comment aussi réduire les coûts qui sont peut-être énormes qu'on avait mis pour des clients qui ne sont pas rentables. Et cette analyse est faite par une personne spécifique au sein de l'entreprise ou alors le chef d'entreprise peut lui-même faire cette analyse? Je crois que ce travail est plus pour les commerciaux qui sont dans la gestion financière, qui sont dans l'analyse et même ceux-là qui sont chargés d'avoir d'être le pont entre l'entreprise et les clients. Lorsqu'on fait une telle analyse, ça permettra à l'entreprise d'être plus rentable et de ne pas dépenser à la va-vite. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, il est important de faire cette segmentation parce que c'est possible qu'on dépense beaucoup d'argent sur des personnes qui ne nous rendent pas assez. On peut par exemple gagner 500 $ de profit après avoir dépensé 200 $ par exemple pour la production et les services après-vente. Mais si on segmente nos clients, on peut se rendre compte que voilà, le coût que nous mettons dans la production du produit, dans la livraison, dans les services après-vente pour un certain client est peut-être exorbitant. C'est-à-dire qu'il ne mérite pas qu'on dépense assez. Donc on peut réduire ce coût-là tout en gardant la qualité du produit qu'on rend. Et quand on est en face d'une personne, d'un client qui est plus rentable, qui paye beaucoup, on peut essayer de le fidéliser en lui donnant certains avantages, en réduisant par exemple des prix, en faisant des promotions pour cette personne-là et pour permettre de gagner un peu plus. Et cette analyse est faite dans tout type d'entreprise, moyenne, grande ou petite? Exactement, ça ne dépend pas de la grandeur de l'entreprise. D'ailleurs, c'est mieux quand on est encore petit de commencer par ça parce qu'on n'a pas assez de moyens, on n'a pas un chiffre d'affaires énorme. Et quand on a cette lecture-là, cette lucidité, à savoir combien dépenser pour quel type de client, on ne fera pas des dépenses exorbitantes et tomber faillite. Est-ce qu'il y a des logiciels qui permettent de faire cette analyse? Exactement. Aujourd'hui, même avec Google Analytics, c'est possible d'avoir cette facilité-là, d'avoir facilement les données parce que vous savez, à la main, c'est des fois difficile. Il y a des applications, il y a des données qui existent, Google les a rendues. Au lieu d'engager carrément une personne, une personne peut le piloter aussi.
une personne peut le piloter. C'est toujours important d'avoir une tête parce que avec les machines aujourd'hui, il y a aussi des soucis de performance. Sam, c'était tout pour ce truc en plus d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé, Sam Moutoni. Alors, c'était là Sam Moutoni pour un truc en plus. Ça sera comme ça chaque jour. Habituez-vous avec cet élégant homme sur ce plateau qui est Sam Moutoni. Alors, nous, on vous remercie pour votre fidélité, pour votre attention tout au long de cette émission. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes coach en matière de business, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et surtout, prospérez, vous, entrepreneurs, à tout ce que vous faites comme business. Prospérez à tous égards. Bonsoir.